Les grands entretiens de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Chers amis, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation. Chaque pays a en quelque sorte son Michelet, chaque époque célèbre différemment son histoire, chaque pouvoir a ses références historiques. Et au XXe siècle, le régime portugais de Salazar veut s'ancrer dans l'histoire. Et il insiste sur l'idée de nation, d'unité portugaise, en mettant en avant certains pans du passé du pays et en s'appuyant notamment sur ce qu'on a appelé le triple F. Alors qu'est-ce que c'est que ce triple F ? C'est le foot. Alors inutile de s'étendre sur le football au Portugal. C'est Fatima qui est un haut lieu d'apparition mariale, symbole de l'importance et de l'ancrage du catholicisme dans ce pays, et le fado qui est un genre musical un peu méconnu aujourd'hui, notamment hors des frontières du pays. Nul besoin de s'étendre ici sur le lien très fort qui existe entre la fabrication, l'écriture de l'histoire et la construction ou l'affirmation d'une nation, d'une identité, d'un pouvoir. Finalement, c'est un thème qui parcourt l'histoire, mais quel que soit le pays et quelle que soit l'époque. Et aujourd'hui, je vous propose de regarder avec lucidité l'histoire du Portugal que les Français, faut être honnête, faut bien le dire, connaissent assez mal. Regardez cette histoire loin des clichés véhiculés par les différents pouvoirs au Portugal, mais aussi loin de l'idée que nous avons parfois de ce petit rectangle étriqué à la périphérie de l'Europe, pour paraphraser l'écrivain Michel Torga. N'oubliez pas, chers amis, qu'avant Cristiano Ronaldo, il y a quand même eu Vasco de Gama. Ce serait bête de l'oublier. Quelle est la singularité de la nation portugaise ? Et puis pour parler de ce vaste sujet, j'ai la joie de recevoir aujourd'hui Yves Léonard. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes un grand spécialiste du Portugal. Vous êtes membre du Centre d'Histoire de Sciences Po Paris et chercheur associé à l'Université de Rouen-Normandie. Et j'ai envie de mentionner l'intitulé de votre thèse qui portait sur Salazarisme, nationalisme et idée coloniale au Portugal, puisque aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire du Portugal, mais on va aussi parler du discours sur l'histoire du Portugal, puisque c'est essentiel pour comprendre comment s'est forgée cette nation. Et vous venez de publier aux éditions Talendier, Histoire de la nation portugaise. Une première question, Yves Léonard. Votre ouvrage, il appartient à une collection qui a été créée donc par Talendier, qui est dirigée par Éric Anso, qui est déjà venu souvent sur Storia Voce. Est-ce que vous pouvez présenter cette collection ? C'est une idée tout à fait pertinente qui consiste à partir du constat de la permanence, même de la résurgence de l'importance de la nation aujourd'hui en Europe et partout dans le monde. Donc fort de ce constat, l'idée était de créer une collection qui permette de problématiser un peu les réflexions d'historiens autour de ce qu'est la nation dans chacun des pays concernés. Et la sollicitation que j'ai eue et que la proposition que m'a faite Éric Anso, c'était justement de braquer le projecteur sur ce pays singulier, dont l'histoire est souvent peu connue en France, et un pays singulier dans la mesure où c'est un pays qui a une histoire longue, puisque ses frontières, son cadre territorial est fixé de manière intangible depuis le XIIIe siècle. Et c'est à ce titre-là qu'il était intéressant de se poser la question, finalement, de ce qu'est la nation au Portugal dans un cadre aussi ancien. Comment définissez-vous la nation, Yves Léonard, et notamment, est-ce que cette notion a beaucoup évolué ? Est-ce que cette définition évolue durant votre livre ? Alors elle évolue, cette notion de nation, dans la mesure où, en fait, je me réfère à une conception assez moderne, assez récente de la nation, celle qui s'impose finalement à partir du XIXe siècle et qui est celle de congruence, de mettre en coïncidence, en concordance, à la fois un territoire, une langue, un cadre institutionnel, et puis ce fameux sentiment d'appartenance à quelque chose qui vous dépasse, ce sentiment qui éclot véritablement au XIXe et prend une ampleur démesurée au XXe siècle. Donc, parler de l'histoire de la nation portugaise, c'est se poser la question de la pertinence
au Moyen-Âge notamment, lorsque apparaît ce pays, le royaume du Portugal au XIIe siècle, c'est s'interroger sur la pertinence d'évoquer le concept de nation pour traduire ces sentiments complexes, composites, hétérogènes qui se manifestent autour de la personne du roi, autour d'un certain nombre d'événements, mais qui pour autant ne permettent pas de distinguer clairement ce sentiment d'appartenance à quelque chose qui vous dépasse. Et c'est un peu la genèse, l'histoire de ce sentiment que j'essaye de retracer dans l'ouvrage en mettant l'accent sur quelques moments forts, notamment la question de l'expansion maritime, qui est très ambivalente au regard de ce concept de nation, et pour montrer finalement que ce concept prend toute son ampleur au XIXe siècle. Et aujourd'hui, alors, lorsqu'on demande à un Portugais comment il définit son appartenance à sa nation, qu'est-ce qu'il répond? Quels sont les éléments qui, pour lui, font l'appartenance au pays du Portugal et à son identité? Il y a toujours plusieurs éléments constitutifs, des symboles d'abord, auxquels chaque Portugais va se rallier assez volontiers, à commencer par l'hymne national et le drapeau, qui sont deux repères, deux balises extrêmement importantes. Cet hymne d'ailleurs porte le nom à portugaise, la portugaise, et puis ce drapeau qui a été retenu comme drapeau national en 1910 avec l'instauration de la République, tout comme l'hymne national, incarne ce passé long du Portugal avec les blasons historiques du Portugal, la sphère armillaire, c'est-à-dire représentation symbolique de la période de l'expansion maritime, enchâssée dans une espèce de tonalité rouge et verte qui a été retenue par à la fois pour sa visibilité et sa représentativité de ce qu'est le Portugal. Donc ça, ces symboles sont extrêmement présents et jouent un rôle très important. Ensuite, il y a des éléments constitutifs relatifs à ce qu'on pourrait qualifier de récit national. Ce récit national qui s'est écrit au fil du temps et auquel les Portugais aujourd'hui restent sensibles avec quelques repères, quelques dates, un peu comme dans tous les pays, des dates emblématiques, des personnalités, des personnages qui ont marqué ce destin. Et puis, je verrai également deux autres éléments distinctifs. Le premier, vous l'avez évoqué à travers la question des 3 F tout à l'heure, mais vous avez quelques symboles finalement qui parcourent l'histoire longue, et notamment ces identifications autour du fado, de la musique, donc du football, qui joue un rôle très très important au Portugal et qui est un moment fort, si vous voulez, d'orgueil finalement national à travers des joueurs stars dont Cristiano Ronaldo. Et puis enfin, je terminerai par l'importance de la langue. Et c'est peut-être un élément distinctif fort pour le Portugal, une langue qui a été adoptée et pratiquée, reconnue comme telle dès le XIIIe siècle, et qui a nourri tout un discours, tout un récit, à la fois poétique, l'exemple des Lusiades avec Camões, mais aussi, et c'est très important, des récits de voyage qui ont été colportés à travers l'expérience qu'avaient les Portugais, tragico-maritime. Et c'est autour de ça, si vous voulez, que je crois qu'il y a une espèce de corpus qui permet aux Portugais de se sentir portugais aujourd'hui. Oui, on dit souvent que c'est un peu le pays des poètes, le Portugal. Alors c'est une nation de poètes, comme on l'a souvent qualifié, parce que il y a quelques grands noms, et il faut rappeler ici, peut-être parmi les autres symboles et moments forts qui permettent aux Portugais de se sentir portugais, il y a la fête nationale. Notre 14 juillet, c'est le 10 juin. Et pourquoi le 10 juin ? Parce que c'est la célébration de la journée du Portugal et de Camões, parce que Camões est mort le 10 juin 1580, et c'est le poète national. Donc ça donne une tonalité. C'est rare qu'un pays se choisisse comme fête nationale le jour de la mort d'un poète. Pour autant, nation de poètes, vous avez quelques grands noms, et le plus récent et peut-être le plus connu des Français, c'est Fernando Pessoa, qui est mort en 1935, et grande figure de la littérature mondiale. Pour autant, qualifier une nation de poètes, ça a quelque chose d'un petit peu, réducteur et trompeur. C'est un pays qui n'a pas vécu dans les limbes et de manière éthérée, de manière irréaliste, quoique, à certains moments, il y a des mythologies qui se sont mises en place, et je
pense notamment à celle qui a certainement été la plus fertile, le sébastianisme, qui nourrit tout un imaginaire très particulier autour du thème du sauveur et de la capacité finalement de trouver un salut à travers une personnalité hors norme. Et ça, c'est quand même assez prégnant, assez fort dans, on va dire, la culture portugaise. Vous dites dans votre livre la chose suivante: cette nation, donc le Portugal, a inscrit son devenir dans une mission universelle à accomplir, longtemps nourrie d'un esprit de croisade et de reconquête lié à un rêve impérial et messianique depuis Henri le Navigateur et la prise de Ceuta au Maroc. Lorsqu'on lit l'histoire de France, on a aussi le sentiment que la France veut apporter ses lumières, enfin c'est pas seulement un sentiment, au monde entier. Pareil pour la destinée messianique des États-Unis. Est-ce que cette conviction messianique finalement ne fait-elle pas partie de la notion même de nation ? Elle est certainement consubstantielle à cette notion, mais dans le cas portugais, elle est augmentée du fait que le pays, vous l'avez rappelé, est un pays à un petit rectangle à l'échelle du continent européen, moins de 100 000 km². Et donc, pour assouvir ce rêve de grandeur, d'être plus que ce rectangle européen, cette dimension messianique évoquée est tout à fait importante parce que elle est constitutive de cette image, quelque part irréelle, mais embellie, que le Portugal et les Portugais ont longtemps eu d'eux-mêmes. Ça prend un nom, ça s'appelait la portugalité, mais cette portugalité est très importante. Et j'en veux pour preuve que la sphère armillaire et sur le drapeau national figure en bonne place. Et c'est véritablement l'illustration de cette dimension messianique universelle. L'universalisme est très important dans la définition de la nation portugaise. Alors vous avez longtemps travaillé sur le salazarisme et vous parlez vraiment de la construction de l'histoire à cette période-là. Est-ce que toute cette réécriture de l'histoire a encore une influence aujourd'hui dans l'histoire qu'on écrit du Portugal, sur la vision que les Portugais ont d'eux-mêmes et de leur pays ? Le récit national, même s'il a évolué depuis la période du salazarisme, heureusement, garde un certain nombre de traits constitutifs. Autrement dit, mais ça n'est pas propre au Portugal, dans le récit national, il y a une manière très particulière d'aborder l'histoire d'un pays, c'est-à-dire que on l'explique à travers un certain nombre de grands événements, de grandes personnalités. Certains événements sont dénaturés, un peu réécrits et réadaptés, et de la même façon, certains grands personnages identifiés comme des héros nationaux, et à ce titre souvent panthéonisés ou qu'on peut voir dans des lieux illustres, au Portugal il y en a quelques-uns, eh bien c'est ce récit national effectivement qui a été beaucoup véhiculé, beaucoup traduit, notamment dans les programmes scolaires. Et l'histoire savante, on va dire, essaye depuis maintenant pas mal de temps de revenir, ou du moins d'éclairer d'un jour nouveau ce récit national. Et ça vaut aussi notamment et principalement pour la question de la nature de l'expansion maritime, du terme même qui fait problème aujourd'hui de découverte. Bref, cette histoire décentrée que les Portugais aujourd'hui reprennent à leur compte après avoir très longtemps succombé à une sorte de récit un peu mythifié de leur passé. Et alors, vous soulignez le prestige. Vous expliquez que, en fait, Salazar, il était vu de manière assez positive dans le reste de l'Europe et aussi en France. Comment est-ce que vous expliquez ce phénomène ? Alors, entendons-nous, il était vu de manière assez positive à une période particulière et de manière nuancée. La période où il a été certainement le plus, sinon admiré, mais cité, référencé comme finalement l'incarnation d'une troisième voie à l'ère des fascismes et à l'ère des dictatures, on va dire dans l'entre-deux-guerres, dans les années 30, il a effectivement suscité beaucoup d'interrogations parce qu'il était en un sens singulier. Et donc il a drainé dans son sillage pas mal d'admirateurs, notamment en France, où on peut parler d'un philo-salazarisme et d'une admiration de Salazar très prononcée dans certains cénacles intellectuels, littéraires et politiques.
qui se sont nourris de la pensée de Salazar et surtout d'une pensée en action. C'est-à-dire que on voyait à travers lui, non pas, il était universitaire, mais un intellectuel perdu dans les limbes de la réflexion, mais quelqu'un qui mettait en œuvre des principes d'action. D'ailleurs, c'est le titre d'un de ses ouvrages qui a été traduit en France. Et c'est ce personnage-là qui a suscité effectivement des admirations durables. En revanche, bon, c'est un personnage qui très vite a été perçu pour ce qu'il était, à savoir un dictateur, et de nombreuses personnalités en France et ailleurs ont pointé du doigt les agissements, les pensées, les actions de ce dictateur, certes hors norme, atypique, mais qui a eu sur d'autres dictateurs la capacité de durer. Car c'est ça aussi qui le singularise, c'est que finalement, il a duré, en tant que personne, il est resté 40 ans au pouvoir, ce qui est considérable. Donc c'est un personnage, et peut-être aussi une certaine méconnaissance, c'est-à-dire que il est nimbé de mystère, il a longtemps été nimbé de mystère, et on l'a entouré d'une espèce de halo de sagesse. Et on l'a même surnommé, certains le surnommaient le Marc Aurèle, comme si c'était un stoïcien un peu désincarné, un philosophe roi. Et ça, c'est une image évidemment qui a été non seulement écornée, sur lequel on est revenu, mais le personnage, par un certain nombre de qualités qui lui étaient propres, par son parcours d'universitaire. C'est un des rares dictateurs, sinon le seul, à ne jamais avoir porté l'uniforme et à être un pur universitaire, c'est-à-dire quelqu'un qui avait fait jusque-là une carrière académique et qui se reconnaissait pleinement dans les milieux académiques, les milieux universitaires. Donc voilà, c'est ce personnage atypique qui a suscité des admirations profondes, notamment au sein de l'Action française en France, mais pas seulement, et également dans la durée qui a trouvé dans son sillage, y compris dans les années 1950 et 1960, tout un courant qui s'est reconnu ensuite dans ce qu'on a appelé le néolibéralisme, l'école Lippmann, etc., qui ont trouvé chez Salazar des éléments extrêmement intéressants qui ont perduré jusqu'à aujourd'hui, puisque au sein de toute une composante de la droite radicale américaine, eh bien, Salazar fait figure, sinon de modèle, mais de sujet de réflexion. Venons-en aux origines du Portugal. Qui sont les premiers peuples, les premiers hommes qui habitent au Portugal, avant la création, avant son unité ? Alors avant le Portugal, comme je le dis, ce n'est pas le Portugal. C'est-à-dire que vous avez un territoire qui est en péninsule ibérique, qui est parcouru par des vagues d'occupation multiples, des Phéniciens il y a fort longtemps, en passant par ceux qu'on va appeler les Lusitaniens. Et c'est important, le mythe lusitanien, parce que souvent il y a une synonymie, on parle de Portugais ou des Lusitaniens, et pourtant ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est un peuple celtibère, donc qui a vécu 2-3 siècles avant notre ère, et qui s'est installé sur une partie seulement du Portugal et aussi sur une partie de l'Espagne, avec un héros emblématique, leur Vercingétorix, si l'on peut dire, qui s'appelait Viriat, et qui est un personnage qui a résisté aux Romains, à l'occupation romaine. Puis il y a eu l'occupation romaine, puis ensuite les vagues d'invasion, Suèves, Visigoths, etc. Et puis la présence très prononcée à partir du 8e siècle des Berbères, des Arabes, qui sont venus s'installer en péninsule ibérique. Et c'est en réaction, si vous voulez, à cette présence arabe que des princes bourguignons se sont organisés, se sont structurés au tournant du millénaire, à partir du 11e, 12e siècle, pour pousser ce phénomène qu'on appellera ensuite la reconquête, pour repousser ceux qu'on considérait comme les infidèles. Mais c'est donc une terre de brassage, hein. C'est une terre qui a été peuplée par des populations d'origine extrêmement différentes, avant de se cristalliser, de s'organiser, mais avec des emprunts justement à tous ces présences antérieures, avant de se cristalliser en un royaume chrétien au XIIe siècle. Et donc, est-ce qu'on peut dire que c'est à ce moment-là qu'émerge l'idée de nation portugaise, ou c'est un peu tôt ? Alors, ce que j'essaye de montrer dans le livre, c'est que s'il y a formation effectivement d'un État, de frontières, d'une monarchie qui, assez faible au départ, s'organise et acquiert une certaine autorité, il est prématuré d'évoquer l'idée de nation au Moyen-Âge. Mais
ce faisant, je reprends aussi des arguments qu'on objecte lorsqu'on réfléchit au concept, la nation France, au Moyen-Âge. Il y a plusieurs écoles qui s'opposent là-dessus, mais je suis plutôt enclin à penser, tout comme dans le cas français, que on parle d'autre chose, si vous voulez. Et peut-être de patrie, ou trouver un autre terme. La notion, la nation elle-même, c'est quelque chose qui va se développer plus tardivement, plus progressivement. Alors évidemment, il y a des moments de cristallisation, il y a des sentiments, il y a des poussées de sève patriotique, on pourrait dire, à la fin du XIVe siècle. Pas tellement au moment de la réunion ibérique des deux couronnes, contrairement à ce qu'on pourrait penser, entre 1580 et 1640, mais surtout à partir du XVIIIe siècle, où là, véritablement, fruit certainement d'une évolution observable au niveau européen, dans les prolongements des révolutions, et notamment de la Révolution française, là, à partir de ce moment-là, il y a l'émergence d'une nation au sens moderne du terme, c'est-à-dire un sentiment d'appartenance à quelque chose qui vous dépasse et qui vous rassemble à la fois. Et c'est cette évolution-là qu'il faut essayer de discerner. Et dans le cas portugais, c'est compliqué, aggravé du fait, si l'on peut dire, que c'est un pays qui s'est constitué par la reconquête, donc sur un cadre géographique terrestre, continental, mais dont le destin, très vite, début du XVe siècle, épouse celui de la mer ténébreuse, de la mer. Et donc vous avez une dilatation extrême à partir d'un petit territoire faiblement peuplé, une dilatation extrême aux quatre coins de la planète, si l'on peut dire, en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. Et donc, c'est ce sentiment diffus qui est d'autant plus difficile à exprimer et à rassembler une population qu'il est réparti sur plusieurs continents avec une masse démographique faible. Hein. Le Portugal, au moment de l'expansion maritime, au début du XVe siècle, c'est moins d'1 million d'habitants. Alors, qu'est-ce qui fait l'unité du Portugal ? Alors, ce qui fait l'unité du Portugal, c'est d'abord, il faut revenir aux fondamentaux. Ce cadre géographique dont je vous ai parlé. Il n'y a pas de logique géographique à l'existence du Portugal. Enfin, on peut toujours en trouver une, mais ni les cours d'eau, ni les reliefs, etc. Enfin, il n'y a pas une cohérence totale. C'est plutôt une construction historique. Une construction, celle qu'on vient d'évoquer à travers l'idée de reconquête, etc. Et bordée aussi, à certains moments, de fleuves ou de rivières. Je pense au Guadiana notamment, mais les exemples, ce sont les fleuves, par exemple, vont d'est en ouest. Si vous voulez, le Tage et le Douro, les deux grands fleuves portugais, vont d'est en ouest, prennent leur source en Espagne et se retrouvent. Donc, tout ça, le cadre, la géographie, si vous voulez, n'explique pas. Ce qui a d'ailleurs créé pas mal d'incompréhension. Napoléon, par exemple, au début du 19e siècle, ne comprenait pas l'existence, la légitimité de l'existence. Pourquoi le Portugal ? En plus, il leur en voulait pour leur alliance avec l'Angleterre, mais derrière ça, il y avait une incompréhension de la légitimité de cette nation. Donc, c'est un cadre historique, c'est une construction historique. Donc ce qui rassemble, c'est d'abord un territoire tel qu'il va se constituer pour des raisons historiques. C'est ensuite une langue. Je crois que le principal levier, le principal ferment d'unité passe par la langue. C'est une langue, le portugais, donc, qui va s'imposer, être reconnue comme langue administrative précocement. Bien avant l'édit de Villers-Cotterêts en France, vous avez une codification administrative au Portugal dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, qui se fait via le portugais. Donc ça, c'est important parce que c'est une langue alors, qui emprunte aux langues gaéliques, celtiques, aux galiciens tout proches, mais aussi qui emprunte beaucoup à la culture, à la présence arabe. Beaucoup de noms, tous les noms en Al, Alentejo, Algarve, etc., ce sont des noms, et il y a c'est impressionnant quand on fait la liste, beaucoup de noms sont d'origine arabe au Portugal. Donc c'est ce mélange qui permet de créer une forme d'unité. Ensuite, vous avez l'unité par l'action résolue de ces monarques, qui ont été quelques grands rois portugais, qui ont fait l'unité du pays. Le premier, Alphonse Henri, qui est célébré comme le fondateur du royaume du Portugal au XIIe siècle. Mais ensuite, vous avez plusieurs monarques qui vont incarner cette idée d'unité et de grandeur. Jean Ier, Jean II, le roi Manuel, l'art manuelin, la période où Vasco de Gama arrive en Inde. Au début du XVIIIe siècle, vous avez là une série de monarques qui vont, pour des raisons diverses, incarner cette idée d'unité. Ça se fait donc par le biais de l'allégeance à la personne du roi. Vous avez nommé votre deuxième chapitre « Ne pas être la Castille ». Est-ce qu'on peut dire que le Portugal se définit aussi, trouve son unité dans l'idée qu'il doit vraiment se distinguer de la Castille, de l'Espagne, tout au long de son histoire ?
Alors cette idée de ne pas être la Castille, on la retrouve chez beaucoup d'historiens et beaucoup d'intellectuels, c'est-à-dire notamment au XIXe siècle, qui vont un peu codifier cette idée. Mais c'est une réalité d'une certaine manière. Le Portugal, à bien des égards, s'est constitué, s'est développé par opposition et rivalité avec son puissant voisin, plus puissant que lui. Et donc c'est pour échapper à la mainmise des rois de Castille, qui avaient toujours un œil, un regard assez intéressé sur le voisin, et qui quelquefois d'ailleurs ont poussé très loin leur avantage, c'est en réaction à cette menace que le Portugal, très largement, s'est constitué et a essayé de se fortifier. Il suffit de regarder même certains châteaux, regarder en Alentejo, etc. On voit bien que la notion de frontière n'est pas un vain mot. On regarde et on se protège d'un voisin qui, à tout moment, notamment dans cette partie où il y a des grandes plaines, etc., peut surgir. Donc il y a une menace, et vous avez ce célèbre dicton qui dit que de Castille ne vient ni bon vent, ni bon mariage. Bref, il y a la question ibérique, si vous voulez, de Ibérie est très importante dans la construction de l'État-nation portugais. Donc ça, c'est un phénomène absolument intangible qui parcourt toute l'histoire jusqu'au XXe siècle. Il faut donc jamais l'oublier pour avoir la perception, la compréhension de cette construction. Ensuite, c'est important pour comprendre tout simplement l'expansion aussi maritime. Parce qu'une fois qu'on a consolidé la frontière terrestre, à des fins commerciales, à des fins de développement, comment se développer si on ne peut pas regarder à l'est ? C'est-à-dire, on a conscience, les rois portugais ont très vite conscience que l'avenir est bouché en péninsule ibérique, parce qu'il y a un rapport de force qui joue à leur détriment. Et donc à partir de ce moment-là, quelle est l'alternative ? Il n'y a pas vraiment de plan B, si ce n'est de se projeter vers la mer Ténébreuse, qui effraie au XIVe siècle. Les Portugais ont commencé, on pratique la pêche, ont commencé à conclure des accords pour aller pêcher dans les eaux territoriales, on dirait, britanniques, et ça va ensuite se prolonger dans la fameuse alliance anglo-portugaise, qui est la plus vieille alliance européenne. Oui, c'est important de souligner que les Portugais et les Anglais ont partie liée. Voilà. Depuis le début, l'allié traditionnel du Portugal, c'est l'Angleterre. Ce qui peut expliquer d'ailleurs que la France ait toujours regardé un petit peu avec distance et incompréhension ce pays. L'allié traditionnel, c'est l'Angleterre. Depuis 1373, 650e anniversaire l'an prochain, et le traité de Windsor, 1386, qui recouvre une période très importante où, pour des raisons à la fois commerciales, mais aussi géopolitiques, on pourrait dire, puisqu'on est dans le contexte de la guerre des 100 ans, et les Portugais vont se trouver une alliance pour contrecarrer le couple franco-castillan, si on veut. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre cette projection maritime. Il y a cette alliance avec un pays maritime qui va, au fil de l'histoire, lui assurer une protection de plus en plus importante de ces routes maritimes, notamment sur le plan militaire, parce que la flotte de guerre au XVIIIe siècle, XIXe siècle du Portugal est peu de choses. Donc c'est la Navy qui va jouer ce rôle pour le Portugal et protéger les routes commerciales portugaises, mais qui permet donc à la fois, on sécurise les frontières terrestres, on a un allié, et donc qu'est-ce qui reste ? La mer Ténébreuse. Elle fait peur, mais on va se lancer à l'assaut de la mer Ténébreuse. Et c'est une politique assez volontariste, quoique sans plan préconçu. Il n'y avait pas une vision qui allait conduire de manière irréversible et logique à l'Inde. Autrement dit, un siècle avant Vasco de Gama, on n'y pensait pas. Les premières projections, elles se font avec une logique aussi de croisade, de reconquête, pour repousser les infidèles encore plus loin. Ils ont déjà été obligés de traverser la Méditerranée, ils ont quitté l'Algarve, la partie sud du Portugal. Il faut les repousser le plus loin et peut-être s'assurer le contrôle de l'Afrique du Nord. C'est ça la première idée du roi du Portugal, Jean Ier et ses fils, les glorieux infants, comme on dira, avec l'infant Henri notamment. C'est cette idée finalement d'avoir une présence au Maroc. Et le début de l'aventure, c'est la prise de Ceuta en 1415. Mais derrière tout ça, voilà. Il y a des logiques contradictoires qui se mettent en place, religieuses, mercantiles, commerciales, également en termes de puissance, de richesse, et qui vont permettre au Portugal progressivement, par des techniques de navigation, par pas mal d'audace, pas mal d'improvisation aussi, de se projeter le long des côtes africaines, l'Afrique du Nord, puis de plus en plus sur les côtes occidentales de l'Afrique, et puis avec les techniques de navigation, faire la volte, c'est-à-dire le passage très au large, autrement dit en se rapprochant de ce qui deviendra le Brésil. Et d'ailleurs,
En 1500, Cabral arrivera au Brésil, non pas par hasard, mais un peu parce que la volte avait été poussée plus loin, pour ensuite rebasculer vers la partie sud du continent africain et passer le cap des Tempêtes, le cap de Bonne-Espérance, qui va permettre ensuite, notamment à Vasco de Gama, de réaliser la jonction, de faire la route maritime vers les Indes en essayant d'éprouver des techniques de navigation et une présence formelle côtière en Afrique orientale, c'est-à-dire le Mozambique actuel, le canal du Mozambique, qui va permettre ensuite, en passant vers Ormuz, etc., de s'assurer la protection de la route maritime vers l'Inde, Calicut, etc. Mais, vous voyez, c'est à partir d'un horizon assez bouché, finalement, à l'échelle européenne, à l'échelle continentale, que cette projection maritime va se faire, alors qu'au départ, la mer fait peur. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, c'est que vraiment, c'est la proximité presque avec la Castille qui a fait que les Portugais ont voulu conquérir le monde, pour caricaturer un peu grossièrement. Oui, conquérir, enfin disons, s'assurer une présence et surtout très vite rivaliser, parce que la concurrence, elle se fait aussi beaucoup avec la Castille, qui a à peu près, avec des modalités différentes, mais des ambitions, une vision assez proche. Et on parlait tout à l'heure de l'idée d'universalisme ou de messianisme. Eh bien, tout ça va un petit peu entrer en rivalité absolue sous le règne du roi Manuel. Manuel qui arrive au pouvoir, qui monte sur le trône, si l'on peut dire, par acclamation, parce qu'il n'aurait pas dû monter sur le trône en 1495. Le roi Manuel va incarner cette idée de monarchie universelle que va lui disputer ensuite un homme, c'est la postérité sous le nom de Charles Quint, et donc les Habsbourg qui vont rivaliser avec cette idée incarnée par le roi Manuel, qui épouse les filles des rois catholiques pour des raisons, dirais-je, de stratégie matrimoniale qui lui permettraient d'asseoir cette idée de monarchie universelle. Ça va échouer, mais l'idée est présente et la sphère armillaire, c'est cette idée-là qu'elle véhicule. Et toute la mise en scène, la mise en musique orchestrée sur les quais du Tage à Lisbonne, avec l'art manuélin, ce qu'on a appelé le monastère des Hiéronymites à Lisbonne, la tour de Belém, tout ça, c'est l'incarnation, c'est l'illustration de ce rêve de monarchie universelle, d'universalisme, qui est effectivement le prolongement finalement de cette idée née quelques décennies plus tôt, et que Jean II, dans un premier temps, mais surtout le roi Manuel, vont porter à leur paroxysme. Est-ce qu'on peut parler d'empire portugais ? Alors le terme d'empire n'est pas utilisé très longtemps. Il va l'être rétrospectivement. On parlera de premier empire, l'Asie, l'Inde, deuxième empire, le Brésil, troisième empire, l'Afrique. Mais cette terminologie et cette désignation arrivent relativement tardivement. Et notamment lorsqu'il s'agit d'évoquer la présence en Asie. La présence en Asie, elle prend un nom tout simple, c'est l'État de l'Inde, Estado do Índia, qui est structuré, organisé administrativement, qui va se doter d'une capitale, qui est Goa, qui devient capitale un petit peu de cette présence portugaise en Asie en 1510, un archevêché, enfin il y a une dimension à la fois missionnaire, religieuse et une dimension politique. C'est une nouvelle Lisbonne, si on peut dire, et d'ailleurs certains imagineront que ça pourrait très bien devenir la capitale de cette nouvelle structure, mais au départ, on ne parle pas d'empire. Et le roi du Portugal va se baptiser roi du Portugal des Algarves. Ce n'est pas neutre, des Algarves, ça veut dire quoi? L'Algarve du Portugal, mais l'Algarve, on va dire du Maroc, de l'Afrique du Nord, et prince du commerce en Asie. C'est ça la terminologie qui est utilisée, avec l'Estado do Índia. C'est seulement progressivement, et surtout lorsque, on va dire, le basculement se fait au profit du Brésil, le Brésil qui s'affirme fin du XVIe et surtout au XVIIe et encore plus au XVIIIe siècle, comme le joyau de la couronne portugaise, parce que il y a là des richesses importantes, et c'est véritablement à ce moment-là que le basculement va se faire et qu'on va vraiment commencer à parler d'empire. Mais c'est un empire qui n'est pas continental, c'est pas un empire de peuplement, c'est pas un empire, la démographie du Portugal ne le permettrait pas. C'est un empire, une thalassocratie, on va dire, c'est une constitution de comptoirs, de points relais, de forteresses et d'un hinterland qu'on essaye de contrôler, je parle au XVIe siècle et XVIIe siècle, par le biais d'accords commerciaux.
châteaux, et aussi de quelques canons judicieusement placés ici et là. Mais il n'y a pas de continuum territorial, et il n'y a pas, c'est bien peu de choses, si vous voulez, cette présence finalement. Par contre, elle est quasi planétaire, c'est-à-dire que au XVIe siècle, on parle de l'océan Indien comme d'un lac portugais à cet égard, mais les Portugais sont présents non seulement en Inde, le long à Hormuz, etc. Ils sont également présents sur une grande partie des côtes en Asie, en Chine, Macao en sera la traduction, et même jusqu'au Japon, en Indonésie, aux Moluques, etc. Il y a une présence portugaise extrêmement diffuse, mais là encore, si on réfléchit au concept de nation qui est central, c'est une dilatation de cet espace, et la nation, les gens de la nation, ceux qu'on appelle les gens de la nation, c'est les communautés de juifs qui ont été expulsés ou qui n'ont pas pu rester au Portugal au temps du roi du règne de Manuel le Fortuné, qui les a contraints à la conversion forcée ou au départ. Et beaucoup sont partis pour continuer, faire fortune, et ou du moins continuer de vivre dans les possessions portugaise d'outre-mer. Et donc une grande partie de la progression des réseaux qui vont se constituer sont les gens de la nation, comme on les appelle, c'est-à-dire les juifs, les nouveaux chrétiens, qui vont être extrêmement importants aussi bien à Goa en Asie que très vite au Brésil. Oui, parce que lorsqu'on parle du XVe siècle portugais, on pense bien entendu aux expéditions maritimes, à Vasco de Gama, mais exactement au même moment, le roi Manuel Ier prend des décisions à l'égard des Juifs très 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 dures. Quel est l'impact moi je pense à la démographie. Est-ce que ça a un impact réel, cette expulsion des Juifs et cette intransigeance religieuse? Alors cette intransigeance religieuse, elle puise ses racines dans pas mal d'éléments, et notamment un des clés explicatives, mais pas la seule, et qu'il faut nuancer, c'est aussi de se mettre en conformité avec la politique des rois catholiques. Parce que Manuel a épousé les filles des rois catholiques, une infante d'Espagne, et il veut absolument séduire sur ce terrain-là, se mettre un petit peu dans la tonalité qui est celle d'Isabelle la catholique notamment. Bon, donc ça c'est l'élément premier. Ensuite, sur le plan démographique, alors il va laisser une période de latence, c'est-à-dire une espèce de période d'entre-deux où les conversions seront plus ou moins forcés à accepter dès lors que voilà, on s'adapte, on peut rester en quelque sorte. Mais beaucoup choisiront la voie du départ, et démographiquement ça n'est pas neutre, et surtout en termes de richesse et de commerce. Ça va avoir sur la durée des effets très négatifs pour le Portugal. Donc il faut plutôt le comprendre au prisme de cette dimension commerciale et financière plutôt que le prisme démographique. Parce que sur le plan démographique, je vous dis, le Portugal, en gros, vous avez à cette période-là 30 à 40 000 personnes qui vont être obligées par différents canaux de quitter le territoire. Mais au-delà de cette dimension démographique, c'est surtout l'impact sur l'administration et l'économie du Portugal que sur la longue durée, les effets vont être extrêmement problématiques, et surtout alimenter la concurrence, parce que par exemple aux Provinces-Unies et Pays-Bas, si vous voulez, la Hollande, beaucoup vont de juifs convertis par la force vont s'installer dans les Provinces-Unies. Vous avez l'exemple bien connu d'un philosophe, Spinoza par exemple, dont la famille a dû quitter le Portugal pour ces raisons qu'on vient d'évoquer. Donc ça, c'est cette diaspora, et la notion de diaspora est importante dans la culture portugaise, entre en résonance, si vous voulez. Les gens de la nation, ceux qu'on appelle les gens de la nation, ce sont ces juifs qui ont dû quitter le Portugal et qui vont essaimer à travers le monde. Venons-en au XVIIIe siècle, on peut malheureusement pas évoquer tous les thèmes de votre livre. Donc c'est au XVIIIe que émerge l'idée de nation. Comment elle se met en place et à partir de quand on commence vraiment à parler de nation concernant le Portugal? Il est très difficile de repérer j'ai essayé de regarder un petit peu, surtout qu'il y a des synonymies trompeuses. On parlait à l'instant des gens de la nation, la diaspora juive, si vous voulez, les convertis de force et les nouveaux chrétiens. Donc c'est très difficile d'identifier. En revanche, ce qui est certain, c'est que vous avez à la deuxième moitié du XVIIIe siècle un certain nombre d'éléments qui vont concourir à l'émergence de ce sentiment national,
très prononcée, donc à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. Quels en sont les éléments explicatifs? Vous avez d'abord, sur le plan à la fois politique et économique, ce moment charnière qui est celui autour, mais parce que c'est un événement évidemment dramatique, du tremblement de terre de Lisbonne, 1755, la Toussaint 1755. Mais au-delà de ça, vous avez à ce moment-là une monarchie qui est en train d'évoluer avec, on va dire, le despotisme éclairé, ou avec un homme, le marquis de Pombal, qui va devenir le marquis de Pombal, qui va jouer un rôle notamment de réorganisation administrative, de reconstruire la partie basse de Lisbonne, etc., mais aussi porter des coups importants à ce qui structurait jusque-là l'État monarchique, ou qui concurrençait tout simplement le pouvoir monarchique, notamment le pouvoir de certains pans de l'Église. Il va une chasse contre les jésuites, etc., plus largement la congrégation, et tempérer fortement le rôle du tribunal de l'Inquisition du Saint-Office. Donc cet homme-là va jouer un rôle important, autrement dit, va commencer, il ne faut pas faire d'anachronisme et exagérer le phénomène, mais à laïciser, si vous voulez, un certain nombre de thématiques. Bien. Donc ça, c'est important parce que, même si lui-même est renvoyé à ses études dans les années 1770, à la fin des années 1770, sa trace va être durable, profonde, dans la culture politique et dans l'évolution de la monarchie portugaise. Ensuite, vous avez l'influence, mais là, qui n'est pas propre au Portugal, de la vague révolutionnaire. Alors, non seulement venue des États-Unis, dans les années 1770 et l'indépendance américaine, mais surtout la Révolution française, qui va avoir des conséquences non négligeables au Portugal pour un certain nombre de raisons. Une raison territoriale et guerrière, qui fait que le Portugal va se retrouver impliqué, et finalement, ça n'était pas une tradition d'interventionnisme sur la scène européenne, va se retrouver impliqué dans les guerres de la Révolution, les premières coalitions, et surtout, à son corps défendant, va se retrouver en rivalité de nouveau avec l'Espagne, son voisin, qui va l'envahir en 1801, c'est ce qu'on appelle la guerre des Oranges, et surtout, et c'est là peut-être que cristallise le plus ce sentiment national, qui va, et en cela, Napoléon, une fois de plus, peut-être comme en Espagne, chez le voisin espagnol, création d'une forme de proto-nationalisme, va créer, encourager à son corps défendant, l'émergence d'un sentiment extrêmement fort, de rejet finalement, de cette présence étrangère, espagnole en 1801, la guerre des Oranges, mais relativement courte, mais qui laisse des traces parce que l'Espagne récupère une petite ville qui sera une pierre d'achoppement, la ville d'Olivença. Et la guerre des Oranges, c'est le symbole qu'on a perdu une ville au profit de l'Espagne. Et ça, dans l'imaginaire portugais, c'est très important. Donc ce sentiment de crispation, si vous voulez, autour de ces faits. Et surtout, avec les guerres napoléoniennes, vous avez des vagues d'invasion qui font que, à la fois, les Français sont là, même s'ils ont du mal à s'implanter, que les Britanniques prennent de plus en plus le pas, c'est-à-dire que vous avez un proconsulat qui va se mettre en place, et donc les Portugais réussissent à repousser les troupes françaises grâce au soutien et au commandement britannique. Wellington, le futur duc de Wellington, sera présent, et surtout, à ce moment-là, la famille royale quitte le Portugal. Et un phénomène tout à fait extravagant, vous avez un ensemble qui se veut impérial, qui traverse l'Atlantique. Et la capitale du Portugal se déplace à Rio de Janeiro, qui est quand même un phénomène en 1808, donc un phénomène tout à fait étonnant. Et la famille royale portugaise va y rester jusqu'en 1821. Donc pendant plus de 10 ans, 13 ans, la famille royale n'est plus au Portugal. Et c'est autour de tout ça, si vous voulez, que le sentiment national va véritablement se cristalliser. Il y a une humiliation, les guerres d'invasion péninsulaires, avec les exactions, les horreurs de la guerre. Vous avez le départ de la famille princière, famille royale, donc un désaveu, et ça va lui porter préjudice en termes d'image. Et derrière tout ça, l'onde de choc de la Révolution française, qui va, dans le prolongement de ce qu'on a vu en Europe, ou en même temps, va se traduire par une révolution libérale en 1820. Une révolution libérale qui est fortement inspirée la Constitution de Cadix de 1812. Bref, tout un ensemble, toute une réflexion où l'influence française n'est pas négligeable, l'influence politique, mais qui va en gros limiter la souveraineté du roi. Et à partir de ce moment-là, vous avez, comme c'est la règle à cette époque, le concept, la notion de souveraineté nationale qui apparaît, avec une représentation qui s'exprime à travers les Cortes, une représentation, on va dire, parlementaire, et la limitation de l'absolutisme. Et donc c'est autour de ça, si vous voulez, que véritablement des intellectuels, des premiers historiens, là, on pourrait dire, vont travailler pour créer, consolider ce sentiment
d'appartenance à la fois juridique, ce qu'on appelle la souveraineté de la nation, et un sentiment aussi nourri d'une forme d'exemplarité, d'un récit historique qui va se créer. Mais là, c'est la création des identités nationales. C'est les travaux d'Anne-Marie Thiès qui l'avaient très très bien montré. On a une cohérence assez grande, un véritable, elle parlait de kit identitaire qui se met en place à ce moment-là, à travers un récit que l'on construit, à travers des symboles qui vont se créer, et à travers le rôle politique d'un Parlement qui est là pour limiter les pouvoirs du roi, qui accepte de prêter serment sur la Constitution de 1821. Et à ce moment-là, le Portugal perd le Brésil. Choc terrible. On parlait des guerres péninsulaires. La perte du Brésil est pour les élites portugaises un choc dont celles-ci auront toutes les peines du monde à se remettre. Et c'est véritablement l'une des premières crises de la conscience nationale. C'est-à-dire ce sentiment que le Portugal, certes, était devenu un peu périphérique, et le Congrès de Vienne l'avait bien montré, avait obtenu très peu de choses, il était un peu en forme de strapontin, on pourrait dire, mais avec la perte du Brésil, il y a ce sentiment très fort que la grandeur s'est passée. Et la grandeur s'est passée, c'est quelque chose que les élites ne vont pas accepter. C'est-à-dire qu'elles vont, à partir de ce moment-là, se mettre en quête d'un récit et d'un horizon qui leur permettrait de redorer le blason de cette monarchie un peu déjà écornée avec les guerres péninsulaires, la perte du Brésil, les guerres civiles qui vont s'en suivre à la fin des années 1840. Et dans ce cadre-là, essayer de créer un nouvel élan collectif. Et donc ce sentiment d'appartenance à un pays qui de plus en plus ressemble à sa forme actuelle, c'est-à-dire au rectangle européen, avec quelques archipels, une présence sporadique en Inde, Goa, mais qui est un résidu, et puis une petite présence côtière en Afrique. Principalement Angola, enfin ce qu'on appelle l'Angola, mais la partie purement côtière, et l'Afrique orientale portugaise, le Mozambique. Mais c'est très peu de choses. Et donc, toute la construction de nouveau du Portugal, qui aurait pu se replier à ce moment-là vers son rectangle européen et se dire « notre destin est ici ». Toute chose égale, le raisonnement qui sera tenu dans les années 1970. L'Empire est mort, vive l'Europe. Eh bien, les élites portugaises vont considérer à ce moment-là, pour un certain nombre de raisons, parce qu'il y a des intérêts commerciaux aussi, parce qu'il y a toujours la traite atlantique qui va être interdite à partir de 1836, mais l'esclavage va perdurer jusqu'aux années 1869-1870. Il y a toutes ces dimensions qui vont rentrer en ligne de compte pour expliquer que les élites, à la fois d'un point de vue symbolique, mais aussi d'un point de vue commercial et économique, ne peuvent pas faire le deuil de ce passé immense, trop grand. La fameuse phrase, la principale gloire du Portugal était d'avoir été. Eh bien, ces élites portugaises au XIXe siècle vont, à ce moment-là, nourrir, non pas créer ex nihilo, mais formaliser ce sentiment national, lui donner une consistance, une épaisseur beaucoup plus grande, et donc donner corps à véritablement la nation moderne portugaise. Merci beaucoup Yves Léonard. Merci d'avoir répondu à nos questions. On n'a pas pu, bien entendu, tout évoquer, la révolution des œillets et tous les autres grands moments fondateurs de l'histoire du Portugal. Je vous invite, chers amis, à découvrir tous ces moments fondateurs de ce pays qui existe au-delà de ces expéditions maritimes, à découvrir donc le livre d'Yves Léonard, Histoire de la nation portugaise. C'est un livre qui vient de paraître aux éditions Talendier et qui fait partie de la très belle collection dirigée par Éric Anseau, Histoire d'une nation. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.